Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons la grande chance de nous entretenir avec Chase Cormier, auteur aux éditions Personnage de ce récit intitulé Mal. Et donc, Chase vient passer du temps avec nous sur le campus de l'Université Ohio State pour présenter son travail dans le cadre de l'émission French Press, mais aussi dans le cadre d'une grande conférence qu'il fera chez nous cet après-midi. Et pour cette interview, je suis rejoint par ma collègue et amie, professeur Lucille Toth, chorégraphe et professeur associé d'études françaises à l'Université Ohio State. Alors, bonjour Chase Cormier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir d'être là, merci. Merci à vous. Alors vous êtes un auteur louisianais, n'est-ce pas? Vous écrivez beaucoup de poésie, de la prose également, pour des revues comme Ancrage et comme Feu Follet également. Votre roman dont je parlais à l'instant, Mal, a été publié très récemment, en 2024, aux éditions Personnage. Il propose une approche autofictive et fragmentée de l'abattage de la masculinité et de l'identité cadienne, des variétés du français en Louisiane également, ainsi que des liens entre passé, présent, mémoire, expérience, parole et silence. Alors parmi vos nombreuses activités, vous êtes également l'animateur de Louisiane en vers, un podcast qui, à l'image de vos recherches, explore les tendances littéraires contemporaines en Louisiane et accorde une attention toute particulière au rôle thérapeutique de la poésie dans la réponse au traumatisme intergénérationnel et de la guérison communautaire également. Vous occupez actuellement le poste de Visiting Assistant Professor en études françaises et francophones à l'université Xavier, ici, dans notre bel état de l'Ohio. Alors merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre récit. Alors, avec l'apparition de votre roman, Mal, vous vous inscrivez, n'est-ce pas, dans une riche tradition littéraire louisianaise, une tradition littéraire francophone qui était particulièrement vivante au XIXe siècle, bien sûr, dans la ville de la Nouvelle-Orléans en particulier. Tradition très vive, comme je le disais, qui a des représentants importants, méconnus dans l'Hexagone très certainement, mais de plus en plus étudiés dans l'espace nord-américain, comme par exemple une écrivaine comme Sidonie de la Houssaye, ou également un de mes préférés, Alfred Mercier, qui a écrit ce très grand roman, L'habitation Saint-Hybard, sur la mémoire de l'esclavage en Louisiane. Alors c'est une tradition littéraire qui est encore très méconnue, que vous maîtrisez parfaitement. Et alors je vais vous poser une question très difficile, je vais demander de bien vouloir peut-être la présenter pour nos auditeurs, auditrices qui ne sont pas forcément très familiers de cette tradition. Nous en peut-être retracer les grandes lignes depuis l'introduction de la langue française en Louisiane, donc à partir du XVIIe siècle, n'est-ce pas, jusqu'à nos jours. Alors, allez-y s'il vous plaît. Voilà, vous avez 2 minutes, 3 minutes pour retracer pas loin de 4 siècles d'histoire du français en Louisiane. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ça. Alors, c'est important de reconnaître ces liens parce que c'est vrai que le français est arrivé en Louisiane vers la fin du XVIIe siècle et donc on pourrait dire que la littérature louisianaise francophone est née à peu près à ce moment-là où des explorateurs écrivaient des lettres justement de La Salle et Lapage et d'autres explorateurs, des colons qui écrivaient des lettres justement en France. Donc la littérature franco-louisianaise est née là en ce moment, mais c'est vraiment au 19e siècle, comme vous avez remarqué, où on a eu notre grande époque, grande effervescence de la littérature francophone en Louisiane, jusqu'au dernier roman, en 1894. Et après ça, nous avons passé une époque qu'on appelle le Grand Silence. Mais ce n'était pas une époque silencieuse, c'était plutôt un moment où on n'écrivait pas. Donc, je préfère parler de cette époque-là parce que c'est là où on voit la transmission linguistique passer par l'oralité et l'oraliture, on pourrait même dire, parce que les gens parlaient encore en français. Et c'est là où le français quitte la Nouvelle-Orléans, en fait, parce que en 1901, on a la découverte du pétrole en Louisiane, alors l'arrivée de beaucoup de compagnies pétrolières qui achètent la terre, et donc pour avoir un poste dans cette industrie-là, il faut parler en anglais. Et puis en 1921, on a changé la Constitution pour dire que l'anglais est la seule langue d'instruction dans les écoles publiques. Et entre 1921 et 1960,
1965, c'était illégal justement de parler en français dans les espaces publics, y compris les écoles publiques. Alors la génération, par exemple, née dans les années 30, 40, 50, eux, ils ont vécu cette oppression linguistique. Donc la Renaissance a commencé en 1970, et puis la première publication de la poésie en 1980. Alors moi, je me vois comme faisant partie de cette vague, cette renaissance et renouvellation de l'écriture, justement, parce que nous, on fait référence à cette oralité qui a servi comme passerelle linguistique entre ces deux époques. C'est beaucoup plus de poésie en ce moment, donc c'est là où j'ai vu une vide, justement, et je voulais ajouter ma propre voix, mais cette fois en prose. Et vous devez très certainement connaître les éditions Tintamarre, n'est-ce pas, qui font tous ce travail de mise en valeur de ce patrimoine littéraire louisianais, et qui justement manifeste ce regain d'énergie du français, de la littérature d'expression française en Louisiane. Quel est vraiment le statut maintenant du français en Louisiane, notamment dans ses rapports avec la littérature? Alors vous le défendez admirablement dans votre propre travail, dans vos publications, votre podcast, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un combat d'arrière-garde qui a du mal à s'imposer. Est-ce que vous voyez au contraire une effervescence, quelque chose de davantage collectif qui permettrait justement à cette culture qui a une très longue histoire, comme vous voulez le rappeler pour nous, qui remonte au XVIIe siècle, avec son âge d'or au XIXe, et donc qui serait en train d'avoir un nouveau moment d'effervescence. Oui, voilà. Et donc c'est vraiment les éditions Tintamarre qui témoignent de cette nouvelle effervescence. Et j'adore le fait qu'ils puise dans ce passé littéraire afin de montrer aux gens, aux lecteurs surtout, qu'on a une histoire littéraire en français en Louisiane. Et c'est important de reconnaître ça parce que moi, en tant que jeune écrivain, je vois ça comme motivation justement d'écrire, comme moi je peux justement m'inspirer de ces textes, de ces formes aussi. Et moi, je m'identifie comme activiste littéraire, comme s'identifiaient beaucoup d'écrivains au 19e siècle. Et donc, je me vois comme... Je vois, même si je ne suis pas publié aux éditions Tintamarre, j'ai déjà interagi avec l'équipe là et je pense qu'on est tous à peu près sur le même chemin. Et on nous voit comme se voyaient les écrivains du 19e siècle comme étant des transmissions justement de cette langue et de cette littérature. Donc, c'est à la fois, oui, une reconnaissance de la tradition, et Tintamarre fait bien ça. Mais je pense que parmi les jeunes poètes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus un regard tourné vers l'avenir, tout en s'inspirant de cette tradition. Alors justement, c'est une liaison parfaite avec la question suivante que je comptais vous poser, celle qui porte sur vos inspirations littéraires. Alors précisément, est-ce que vous-même, dans votre propre travail, vous avez l'impression de puiser dans cet héritage littéraire francophone louisianais dont on a parlé, avec vraiment son heure de gloire au XIXe siècle autour de la Nouvelle-Orléans, ou est-ce que finalement votre inspiration, elle se nourrit aussi d'autres choses, d'autres formes d'expression française, peut-être plus caribéennes, peut-être plus hexagonales également? Donc, qu'en est-il? Oui, c'est une belle question. Merci pour ça. Donc, tout d'abord, comme on voit dans la forme, c'est un ouvrage d'autofiction. Et j'adore ça, lire l'autofiction. Ça fait partie de mes lectures de plaisir. Et moi, je vois que comme la grande maestra de cette forme qui est l'autofiction, c'est Nelly Arcan, qui est une écrivaine québécoise de Montréal. Et elle a tellement maîtrisé cette forme de l'autofiction, et j'ai étudié toute son œuvre, justement, pour voir comment est-ce que je peux appliquer cette approche à ce que moi j'ai vécu. Et c'est justement de prendre des épisodes de la vie, de la mémoire fragmentée, et à partir de là, inventer une histoire. Donc, d'où vient la fiction? Alors, tout d'abord, je dirais Nelly Arcan, et aussi, même pour passer à d'autres formes, il y a des poètes canadiens que j'adore, Georgette Leblanc qui vient de Nouvelle-Écosse, qui est également mon éditrice de Mal. Mais j'étais un gros fan de Georgette Leblanc même avant de la rencontrer. Et Vanessa Bell est une autre poète aussi québécoise que je lis très admirablement. Et donc c'est très canadien, et comme même mon ouvrage est publié à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et pour moi, c'était
il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi cette maison d'édition. Mais tout d'abord, moi, je fais partie de la diaspora acadienne. Et ma famille paternelle vient de Nouveau-Brunswick. Donc, de s'interagir avec cette communauté, c'était pour moi une manière de communiquer, voire communier avec la diaspora acadienne. Donc, beaucoup de poètes acadiens, Jonathan Roy, j'ai mentionné Georgette Leblanc, Émilie Turmel. Ce sont juste quelques noms, mais c'est vraiment beaucoup plus vaste, comme l'Acadie est très vaste. Et Gérard Leblanc aussi, c'est un autre poète de Moncton. Et j'ai même écrit un recueil de poèmes qui s'intitule Complaintes sur le Bayou. Et ce titre même s'inspire du titre du roman, du premier roman, du recueil de poésie de Gérard Leblanc qui s'intitule Complaintes du continent. Donc moi, je voulais mélanger Complaintes du continent avec Cris sur le Bayou, qui est un recueil de poésie de poésie louisianaise, publié en 1980, qui est vraiment le début de la Renaissance poétique en Louisiane au XXe siècle. Alors moi, je me voyais un peu entre ces deux mondes, parce que j'écris en prose, mais aussi en poème, et c'est un peu cet espace entre l'Acadie du Nord, l'Acadie maritime, et l'Acadie tropicale, qui est la Louisiane. Ce que je trouve très intéressant dans tout ce que vous nous racontez, c'est que vous décrivez finalement un univers culturel et littéraire qui est très nord-américain, qui n'est peut-être pas justement très familier de l'essentiel de nos auditeurs, auditrices, qui sont plutôt basés en France pour l'essentiel d'entre eux, du moins me semble-t-il. Et vous parlez de l'autofiction, mais l'autofiction c'est aussi un genre, comme vous le savez, qui a l'écriture de soi en général, parce que l'autofiction c'est une catégorie particulière de cette grande forme d'écriture qui est l'écriture de soi. Il y a aussi quelque chose qui a une très large vogue en France. On peut penser à l'écriture de Neige Sino, de Philippe Villain, de Camille Laurence. Est-ce que vous regardez aussi un petit peu de l'Hexagone, ou est-ce que d'une certaine manière vous vous nourrissez essentiellement de ce patrimoine francophone nord-américain? C'est beaucoup plus le patrimoine nord-américain, et même comme dans tout ce que je lis qui vient de France, ça passe à travers les Caraïbes, par exemple, parce que même Denis Laferrière, qui est un écrivain que je lis, ça fait des années, lui, il habite en France, mais il vient d'Haïti. Alors, ma relation avec la littérature francophone, c'est beaucoup plus nord-américaine que française, même si j'ai lu la littérature française, c'est beaucoup plus du 19e siècle. Et c'est là où je peux tisser des liens entre les mouvements littéraires en Louisiane, surtout à la Nouvelle-Orléans, comme vous avez mentionné, entre la Louisiane et la France. Je pense que maintenant, puisqu'il y a tellement d'ouvrages qui sont vraiment bons, et que moi je trouve bons, qui viennent du Canada et qui viennent des Caraïbes, je suis un peu dans ce monde. Et comme vous avez mentionné aussi, comme vous avez mentionné la revue Feu Follet, et j'étais directeur général de Feu Follet pendant 6 ans, et on publiait des auteurs qui venaient des Caraïbes, qui venaient du Canada, et c'est à travers ce projet aussi que j'ai pu découvrir d'autres écrivains du francosphère, justement. D'accord. Je voudrais revenir sur un mot que vous avez employé tout à l'heure pour parler de votre roman. Vous avez employé le mot fragmentaire pour parler de la mémoire. Justement, c'est ce qui frappe dans la lecture de votre roman, c'est son aspect précisément fragmentaire, qui évoque à bien des égards presque la forme du poème en prose. On le voit dans la relative brièveté des chapitres, dans le fait aussi que l'intégralité de ces chapitres ont un titre, donc ça rappelle la pratique du poème, du recueil poétique. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette dimension formelle de votre œuvre qui l'assimile à bien des égards à un recueil de prose poétique? Oui, c'est bien décrit. Et comme j'ai mentionné, il y avait ce recueil de poèmes en 1980, Cris sur le Bayou, qui est un recueil de poèmes. Feu Follet, c'est principalement des poèmes depuis 1991. Donc moi, je voyais qu'il y avait justement beaucoup de poésie qui venait de la Louisiane. Et ça, c'est bien. J'ai tout lu presque. J'adore que ça existe. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a très peu de prose. Donc, pour moi, c'était un défi à la base d'essayer d'écrire la prose, parce que moi, je suis poète, je m'identifie comme poète, j'écris même tous les chapitres dans Mal, c'était des poèmes d'abord. Et en fait, juste pour donner un peu un aperçu derrière le rideau, quand j'ai soumis mon manuscrit aux éditions Personnage, c'était un recueil de poèmes. Et puis, quand j'ai parlé avec
la directrice Émilie Turmel et mon éditrice Georgette, on a dit, bon, allons voir qu'est-ce que ça donne si j'écris ça en prose. Donc, c'était vraiment juste une manière de prendre mes poèmes et de les taper à l'ordinateur en prose. C'est tout. Et c'est ça que j'ai fait pour certains chapitres. Puis on a reconnu que ça marche, que ça fonctionne. Donc j'ai resté avec cette forme. Et c'est pour ça, je pense que tellement de chapitres se lisent comme des poèmes, parce que ce sont des poèmes. Et l'affaire avec les chapitres aussi, la longueur, ils sont vraiment courts. Et ça, c'est exprès, parce que des poèmes sont normalement plus courts que des chapitres dans un roman. Et cet espace blanc que offrent des poèmes, comme il y a un espace blanc entre les lignes, entre les pages, donc ça laisse un peu d'espace pour le lecteur à ajouter sa propre compréhension, sa propre expérience même. Donc moi, je voulais ajouter cet aspect, mais dans la prose. Donc au lieu de beaucoup écrire des longs chapitres, la page noire, etc., je voulais laisser un peu d'espace pour inviter la participation du lecteur. De respiration. En cela, vous avez un illustre prédécesseur, Baudelaire, dont les Fleurs du Mal précèdent le spleen de Paris aussi. C'est une forme de réécriture à bien des égards de textes qui ont une préexistence poétique traditionnelle avant de se réincarner en prose. Donc, félicitations. C'est de bonne tradition. C'est une belle tradition dans laquelle s'inscrire. Alors, pour la dernière question que je voulais vous poser, je voudrais revenir avec vous, si vous le voulez bien, sur la catégorie littéraire de l'autofiction. Vous avez déjà un petit peu parlé. L'autofiction, comme vous le savez, elle implique une forme de distance entre la personne empirique de l'auteur que j'ai devant moi et la personne qui dit je dans le texte, qui n'est pas exactement la même personne. Pourquoi avoir fait ce choix, ce parti, pourquoi avoir pris ce parti de l'autofiction au lieu d'écrire une autobiographie traditionnelle dans la tradition rousseauiste, vraiment du pacte autobiographique tel qu'il a été bien évidemment défini par le jeune, de l'identité radicale revendiquée entre la personne de l'auteur, la personne du héros, du personnage principal et du narrateur. C'est l'espace de liberté. Vous parliez un petit peu d'espace de respiration. Est-ce que c'est un espace de liberté qui vous a intéressé? Pourquoi ce choix de l'autofiction plutôt que de l'autobiographie qui a aussi des contraintes spécifiques, mais qui aussi a une autre dimension éthique, d'une certaine manière, dans l'engagement à dire la vérité, etc. C'est une belle question. Et au lieu d'essayer de dépacter la différence entre autobiographie et autofiction, parce que même la définition du mot vérité, ça pourrait être un peu brouillé, je vais juste parler de mon expérience dans ce travail. Moi, j'ai vu ce jeu comme un jeu pluriel, parce que j'ai travaillé dans ces espaces, comme moi aussi, comme perroquet, j'ai travaillé dans la boucherie. Donc, en tant que boucher, j'ai vu cette réalité depuis l'intérieur. Et j'ai vu ça comme un bijou, parce que c'est un espace qui est tellement mis en cachette, de plus en plus, nos jours-ci. Il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande, mais qui n'ont jamais rencontré un boucher. Donc, moi, je voulais justement présenter le lectorat au monde qui est la boucherie. Donc, le jeu, ça donne un accès plus ouvert et plus, je ne veux pas dire universel, mais presque. C'est pour ça qu'il y a très peu de prénoms aussi dans le texte, parce qu'il y a mâle et perroquet, c'est tout. Tous les autres personnages, c'est grand-mère, grand-père, cousin, parce que tout le monde presque a des cousins ou des grands-parents, ou il y a même un boucher qui s'appelle Boucher. Donc, je voulais ajouter cet aspect universel au texte, afin que ce soit encore une invitation au lectorat de plonger dans ce monde qui est, non pas seulement la boucherie, mais cette vie dans un hinterland qui est la Louisiane tropicale, la prairie, cet espace rural, cette enfance, donc l'interland aussi qui est l'enfance. Je pense que à travers l'autofiction, j'avais plus d'espace justement et plus de liberté créative qu'en autobiographie, parce que à partir de ces moments ou de ces émotions vécues par moi, je pouvais inventer tout un monde pour rendre cette langue accessible au lectorat, ou cette émotion ou cet espace. C'est amusant, ce que vous dites me fait
pensais à Hergé et à sa décision de dessiner le personnage de Tintin avec des traits finalement très peu reconnaissables. C'est presque un visage vide, le visage de Tintin, qui permet justement à tout un chacun de se projeter dans ce héros, projeter sa propre personne, sa propre enfance. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites aussi avec ces personnages qui sont un petit peu des archétypes dans lesquels chacun d'entre nous peut projeter son cousin, ou le cas échéant son grand-père. Alors merci beaucoup. Je vais à présent donner la parole à Lucie Toth qui a de nombreuses questions, notamment sur la boucherie, on va y revenir, à vous poser. Très bien. Exactement, c'est une transition parfaite. Dans votre récit mâle, vous rendez vraiment hommage à votre grand-père boucher. Et vous comparez souvent ses talents à ceux d'un chirurgien. Mais pourtant, ce qui m'a frappé dans votre récit, c'est vraiment que la boucherie semble être bien plus qu'un acte technique. Elle semble incarner une espèce de forme de transmission culturelle, d'héritage familial. Et vous travaillez d'ailleurs sur le trauma intergénérationnel, la filiation. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé la viande dans votre écriture pour qu'elle devienne à la fois une mémoire vivante, sensorielle et symbolique? C'est une belle question. C'est tellement important aussi, je pense, de parler de la viande parce que, encore, comme le boucher, c'est la personne, c'est le rôle dans la communauté qui transforme chair en viande, justement. Donc, c'est un rôle super important pour la communauté parce que c'est un paradoxe aussi à la base. Parce que là, ce sont ces personnes qui s'occupent de ce processus qui est prendre la vie pour que la vie de sa communauté continue. Donc, c'est paradoxal et moi, je voulais juste jouer avec ça, avec mes écrits. Et pour revenir à mon expérience dans la boucherie, c'est un travail dur. C'est un travail très difficile, dur sur le corps. Mais en même temps, pour moi, en tant que poète, j'ai eu la chance de faire ça parce que c'est un travail aussi qui donne, qui crée un espace où l'esprit peut se libérer, justement, parce que c'est un travail très physique. Donc, mon esprit se laissait aller et je pouvais reconnaître un peu la poésie dans tout ça, dans la geste de mes collègues, d'arriver très tôt le matin et commencer à travailler avec du sang et de la chair. C'est tellement juste pas dans le quotidien de beaucoup de gens. Donc, ça, c'est la poésie. C'est juste de reconnaître ça et d'offrir une attention à ça. Et l'écriture, pour moi, ça se faisait très facilement quand je travaillais à la boucherie. Les vers, les bouts de phrases m'arrivaient juste comme ça. Et c'était à partir de là où j'ai pu réfléchir sur ce que c'est la boucherie. Donc, non pas seulement ce paradoxe, mais aussi l'interaction avec des animaux et l'interaction avec les personnes de la communauté, de être comme passerelle entre ces personnes et leur faim, leur envie, et un repas. Donc, je voyais que le boucher devient une sorte de écrivain parce qu'il peut prendre ses miettes, ses corps, ses morceaux, et offrir ça à sa communauté comme quelque chose de comestible. Donc, si l'écrivain fait attention à quelque chose qui est normalement mis en cachette ou oublié, et puis il rend ça en quelque chose de beau, en quelque chose de comestible, il y a tellement de rapports entre ces deux-là. Et moi, j'ai grandi dans ce monde, donc j'ai eu un accès, je dirais, particulier à ce monde de la boucherie. Donc pour moi, les deux, ça allait tellement bien ensemble. Je t'interviens très très vite parce que ce que vous dites me rappelle ce passage de Proust que je cite de tête, mais dans la recherche, il y a ce personnage de Françoise qui est la domestique du narrateur. Et justement, Proust, à un moment dans la recherche, fait cette analogie entre son travail sur la viande, sur les morceaux de viande, qu'elle traite avec le même soin, dit-il, qu'un peintre de la Renaissance aurait consacré à son œuvre. Donc il y a déjà chez Proust, justement, cette reconnaissance, une forme d'analogie entre le travail domestique, le travail, en l'occurrence, de la viande ici, l'activité artistique, et dans cette volonté voilà, de trouver une dimension esthétique à ce en quoi on n'en trouve pas forcément une de manière spontanée. Oui, absolument. Dans Mâle, la boucherie, ou faire boucherie, comme vous le dites, devient un espace d'exploration des notions de masculinité, mais aussi d'identité cadienne dans le contexte de la Louisiane. Alors, comment ce travail d'écriture vous a-t-il permis de repenser
non seulement la masculinité, mais aussi la boucherie et ses performances. Oui. Dans quelle mesure est-ce que la boucherie, en tout cas dans votre récit, participe-t-elle à la construction d'un imaginaire masculin, tout en peut-être révélant les limites et ses fragilités? Oui, belle question. Et je n'ai pas encore parlé de la filiation, comme vous avez mentionné la filiation dans votre première question, donc je vais mélanger les deux. Parce que, comme Perroquet, donc le personnage principal dans ce texte, son grand-père est boucher. Et puis, il mentionne aussi que lui, il vient d'une longue lignée de bouchers francophones en Louisiane. Donc, faire boucherie, comme vous dites, c'est dans son sang. Et lui, il dit ça. Et donc, j'ai trouvé ça beau comme image de voir cette filiation. Et qu'est-ce que je voulais faire avec cette beauté? Je voulais la découper. Donc, le père n'est pas boucher. Le père a rejeté cette filiation. D'où ça vient? Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Déjà, j'ai mentionné cette grande rupture linguistique qu'on avait au XXe siècle. Et donc, la génération de mon grand-père, c'est la dernière génération de locuteurs du français comme langue maternelle. Ils n'ont pas transmis cette langue à leurs enfants. Ce qui n'était pas la faute à personne, sauf le gouvernement, on pourrait dire, mais ce n'est surtout pas la faute des parents ni aux enfants. C'est juste la réalité dans laquelle ils vivaient. Donc, la génération de mon père n'a pas pu recevoir cette langue. Donc, il n'a pas pu recevoir toutes les valeurs que porte cette langue non plus. Moi, Chase Cormier, j'ai appris à faire boucherie en français. Alors, pour moi, j'ai vu le lien direct entre les connaissances et les valeurs culturelles, et comme le lien entre ça et la langue. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut interrompre ça ou intervenir dans cette filiation? Et donc, la boucherie, c'était un bel espace pour avoir de telles conversations parce que c'est un espace très masculin. 100% des bouchers avec qui j'ai travaillé étaient hommes. Donc, c'est un espace masculin. Et moi, je voyais aussi une réalité dépeinte dans les livres à propos de, non pas seulement la boucherie, mais à propos de la cuisine en Louisiane, qui est très genrée. Beaucoup de livres que j'ai lus quand j'ai fait mes recherches sur la boucherie, on disait simplement, c'était très binaire et net. On disait les hommes étaient des bouchers, ils travaillaient à l'extérieur, les femmes faisaient la cuisine à l'intérieur de la maison. Donc, cette distinction genrée était liée aux espaces. Donc, je voulais juste comme jouer avec ça et tirer le tapis un peu pour dire non, en fait, ce sont des hommes qui font la cuisine et la boucherie à l'intérieur. Et puis, on voit des interactions entre Perroquet et sa mère et sa grand-mère à l'extérieur. Donc, je voulais jouer avec ces espaces pour offrir une autre vision, une autre vue, justement, sur la boucherie pour interrompre cette filiation et interrompre aussi ce qu'on comprend comme étant une intrigue typique ou un récit reconnaissable, qui est linéaire, qui est facile à reconnaître, qui est paternel dans le sens une passation justement d'une génération à une autre, ou d'une personne à une autre. C'est pour ça que, il y a plusieurs raisons, mais c'est une des raisons pour laquelle ce texte est écrit au présent, parce que je voulais que ce soit quasiment intemporel, même s'il y a une courbe narrative qu'on peut suivre. Je voulais juste briser un peu cette linéarité de récit par offrir au lecteur un texte dans lequel on pourrait juste plonger à n'importe quel moment, commencer à lire et saisir quelque chose, saisir une émotion. Donc ça, c'était important pour moi, juste de déconstruire une vision de masculinité typique, surtout dans la littérature louisianaise. D'ailleurs, je me permets d'intervenir très très vite, mais cette déconstruction, on la voit vraiment depuis le début du texte, puisque vous écrivez « C'est le matin ». Tout commence là, dans la cuisine de ma grand-mère. Donc justement, il y a cette déconstruction des espaces genrés dont vous venez nous parler vraiment dès la deuxième ligne du roman. Oui, c'est bien vu, merci. Et d'ailleurs, votre récit
m'a énormément, mais nous a énormément mis l'eau à la bouche. Vous y décrivez la mécanique de la découpe, l'expertise des cuissons, des différentes viandes, mais aussi le temps que cela prend. Il y a à la fois une grande observation de votre part, mais également un désir de transcrire fidèlement les étapes de cette expertise. Et on voulait vous donner l'occasion de lire un petit extrait pour que les auditeurs et auditrices puissent aussi avoir cette eau à la bouche. Avec plaisir. Allez-y. Avec plaisir. Juste pour nous orienter aussi, je vais ajouter que c'est Perroquet, et, donc, qui est le personnage principal, le jeu, dans le texte, et son grand-père, qui s'appelle Mal, qui sont dans la cuisine, assis, silencieux, et ils observent la grand-mère qui fait la cuisine. Voilà. Donc, le titre du chapitre, c'est Prière. Ma grand-mère met 2 cœurs, 2 foies, 2 gésiers et 2 coups dans l'eau à bouillir dans une petite chaudière. Elle coupe en morceaux les cuisses, les jarrets, les ailes, les blancs et les dos, puis les met dans l'évier. Elle saupoudre généreusement le tout avec des assaisonnements comme si les mots de Mal étaient dans sa recette. Elle remue les fragments roses, la peau brille comme une page cireuse. Elle les met dans une grosse chaudière bien chauffée où la graisse de poulet siffle son dernier chant avant de fondre et de dorer la peau et la viande assaisonnée. Elle enlève les morceaux de poulet et les met dans le couvert retourné. Elle ajoute dans la chaudière des poivrons, des oignons, de l'ail et du céleri, tous coupés en dés. Un gros fracas en sort avant que les légumes crachent de l'eau et calment l'huile bouillante. Elle ne regarde même pas sa création. Elle laisse les ingrédients chanter leur vérité, raconter leur histoire. Elle se tourne vers l'évier et se lave les mains lentement, regarde par la fenêtre, semble ignorer l'histoire que raconte son mari. Elle écoute le cri de l'ail, la parole du poivron, le silence du poulet. Merci pour ces 2 extraits du même chapitre. Vraiment, l'observation de l'enfant et du grand-père, ça prend énormément de place. Donc ma question, vraiment, c'est, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont cette observation minutieuse du geste, de la grand-mère dans ce cas-là, s'est transformée en écriture? Et comment est-ce que vous avez cherché à traduire cette expertise du geste en mots? Ah, c'est beau. Oui. Ben, j'ai regardé tellement ma grand-mère cuisiner, justement. Donc moi, dans ma vie, c'était ça. C'est comme mes premiers souvenirs. Comme moi, j'ai appris le français de mon grand-père, donc j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Et comment est-ce qu'on apprend une langue? On écoute et on répète, on observe. Donc j'ai appris à faire la cuisine et à parler en français dans cet espace. À faire la cuisine de ma grand-mère, à parler en français de mon grand-père. Donc dès le début, dès le départ, je reconnaissais l'intersection et les liens entre la cuisine et l'écriture ou la langue, surtout la musique, parce que mon grand-père chantait beaucoup. Et donc, 20 ans plus tard, à peu près, moi qui travaillais dans la boucherie, je parlais en français avec des bouchers et je faisais la boucherie comme j'apprenais à faire ça, et je reconnaissais tellement de liens entre les différents animaux, les différentes découpes. Donc tout était lié, relationnel, dans ces choses qui s'opposent tellement, c'est comme surtout lié à la personne. C'est comme si on peut imaginer un boucher, quelle image est-ce qu'on a en tête? C'est probablement une autre image que si on imagine un écrivain. Et pour revenir au relationnel aussi, Édouard Glissant a dit que l'écriture s'oppose l'assise, justement. C'est comme si on écrit, on est assis, donc immobile. Et l'oralité implique le mouvement, le dynamisme. Donc ces contrastes, j'adore ça parce que qu'est-ce que j'aime faire avec des contrastes? Trouver des liens. Alors pour moi, l'écriture, même si c'est assis, ça pourrait être dynamique. Donc même l'observationnel peut être actif. Donc Perroquet faisait ça, il était activement assis et il était dynamiquement à l'observation. Donc je pense que sa poésie, c'est une représentation de ça, de ces contrastes et de ces relations. Très bien, c'est très beau. Alors c'est ma dernière question.
Vous écrivez à un moment donné dans le recueil « Je veux comprendre d'où je viens, mais les mots me manquent ». Et je trouve que cette citation, elle reflète vraiment bien la tension entre mémoire, langage, identité dans le parcours donc, du héros qui est perroquet, qui navigue entre l'anglais et les différentes variantes du français louisianais. Donc vous en avez déjà pas mal parlé. Et j'ai été particulièrement impressionnée par la fluidité de votre écriture. Vous parvenez vraiment à intégrer ces différentes langues avec beaucoup de naturel. Donc je suis curieuse de savoir les enjeux linguistiques et aussi culturo-linguistiques que vous avez rencontrés en écrivant le louisianais, et aussi comment est-ce que vous avez réfléchi son accessibilité pour un lectorat francophone qui ne serait pas habitué au louisianais, par exemple. Oui. Oui, merci d'avoir reconnu ça parce que c'était très difficile. J'imagine. C'était très difficile, mais à la base, comme j'ai dit, j'ai appris le français de mon grand-père, donc déjà, beaucoup du français qui est dans ce texte vient de lui. Pas directement, mais puisque ça vient de moi, et comme mon français vient de lui, comme ça passe à travers moi. Et en même temps, il faut mentionner que j'avais un projet personnel, on va dire, à la fois ethnographique et sociolinguistique, où j'ai passé des entretiens avec des locuteurs du français comme langue maternelle, nés dans les années 30, les années 40, donc des personnes de la génération de mon grand-père. Et j'enregistrais ces entretiens, je les transcrivais, et pour moi, faire toute cette transcription, c'était un gros cadeau pour moi parce que j'ai pu passer tellement de temps avec cette langue, à l'écoute. À l'écrire, à apprendre à l'écrire. Et à l'écrire, apprendre à l'écrire, à faire des choix d'orthographe et de syntaxe et de deviner ce que disent les gens parce que parfois c'est difficile ou il y avait des bruits en arrière-fond. Donc, c'était difficile, mais j'ai passé tellement de temps avec, donc j'ai pu apprendre comme en étant à l'intérieur, à la fois intérieur et extérieur aussi, parce que j'observais une conversation avec le recul, donc il fallait vraiment être à l'écoute de ces phrases et de la musicalité, apprendre le rythme, la cadence de ces personnes. Et Mal, donc, est un personnage, oui, fort basé de mon grand-père, mais c'est beaucoup plus une représentation de toutes ces personnes que j'ai rencontrées lors de ce projet-là. Une vingtaine de personnes que j'ai interviewées. Et il y en a tellement comme... Et il n'y a pas vraiment d'histoire directe que j'ai prise de ces interviews et mis dans le texte. C'est beaucoup plus à la phrase, parce que comme pour revenir à la différence, le poème, c'est dans le vers, c'est dans la ligne, tandis que la prose est dans la phrase. Donc pour moi, c'était difficile d'écrire des phrases, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des phrases qui ne sont pas complètes, parce que j'ai dit, bon, je vais juste écrire des phrases sans vers, parce que c'est comme ça qu'on parle parfois. Et donc ce texte, et surtout ce personnage mâle, est pour moi une manifestation littéraire de ces conversations que j'ai eues avec ces personnes. Donc elles sont tous là. Elles sont tous là. Dans Mal, leur voix, leur façon de parler, leur façon de voir le monde. Donc ce texte est une sorte de l'Arche de Noé, si vous voulez, qui porte leur français vers l'avenir. Et pour la question de l'accessibilité à un lectorat non louisianais, donc il y a ce lexique à la fin. Voilà. Est-ce que c'est votre idée, le lexique? Est-ce que c'est l'idée de l'éditrice? Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait besoin d'un lexique? Donc non, oui et non pour ces trois questions. Moi, je voulais pas de lexique. C'était mon éditrice. En fait, c'était une négociation parce que d'abord, la première idée, c'était d'avoir des notes en bas de la page. J'ai dit non. Donc, j'ai dit, comme le lexique était une sorte de négociation où eux, ils voulaient, ou elles voulaient justement des explications de certains mots de définition. Moi, j'en voulais pas du tout. Pourquoi? Parce que ça donnait devoir aux lecteurs. Ils peuvent aller chercher dans un dictionnaire s'ils veulent savoir qu'est-ce que c'est, ou ils peuvent m'écrire sur Instagram s'ils veulent savoir. Mais non, ils ne m'écrivaient pas sur Instagram, mais si vous lisez le texte. Mais c'est vraiment, pour moi, dans la poésie de tout ça. La poésie ne doit pas toujours être accessible. Comme moi, j'ai déjà lu ce texte devant des anglophones qui ne parlent pas en français, et je leur invite, même si vous ne comprenez pas ce que je dis, écoutez la langue comme si elle est l'histoire.
qu'est-ce que la langue a à offrir comme histoire, comme intrigue? Comment est-ce que ces accents sont différents que d'autres accents en français que vous avez peut-être entendus? Et je pense que ça ajoute au côté mystique de tout ça, de la poésie, du texte, parce que c'est un ouvrage de littérature, ce n'est pas une oralité. Et, mais je suis content que ce soit accessible. Et je pense que moi j'ai gagné cette bataille parce que mon éditrice voulait plus de mots dans le lexique. D'accord. Et donc j'ai dit non, ce mot-là, ça va rester parce que c'est pas très important non plus comme parent pour saisir ce qui se passe dans l'histoire. Donc c'est bien vu de regarder ça et moi je pense que c'est accessible au grand lectorat dans la francophonie. Mais ça l'est en plus, parce que moi j'ai vraiment des lecteurs de France qui l'ont lu. C'est même des gens qui n'ont pas nécessairement, qui connaissent pas la littérature québécoise, qui pourrait être déjà un passage vers... Et ils ont absolument tout compris, mais grâce au lexique. Donc merci aux éditrices. Très bien. Donc elles ont gagné aussi. Elles ont gagné un petit peu quand même. Ouais. Merci. Mais merci à vous. Justement, pour finir avec le lexique, je ne résiste pas au plaisir de lire quelques mots. Baribara, Carancro, Cralé, Fardoche, Gourgoussé, Jarret, Moyère, Soaché. Donc on invite les lecteurs intéressés à découvrir le sens de ces mots en achetant votre livre, Mal, publié aux éditions Personnage. Alors merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de parler avec vous de votre texte, mais plus largement de votre travail, de cette tradition littéraire louisianaise que vous vous réappropriez, que vous travaillez à votre tour. Merci infiniment à mon acolyte Lucille Toth de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors on va revenir très prochainement avec une nouvelle émission, un entretien avec la créatrice Jessica Oublié, qui est autrice d'une bande dessinée intitulée Toxic Tropics, et qui sera dans notre studio dans juste une semaine. En attendant donc cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à regarder nos précédentes émissions sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press. Merci beaucoup. Merci. Merci.